Bienvenue dans le débat. Imaginez que vous branchiez votre smartphone ce soir et qu'au lieu de simplement le recharger, eh bien vous l'exposiez à une espèce de tempête électrique invisible. Une tempête qui fatigue sa batterie à petit feu ou pire, qui menace littéralement de déclencher un incendie au milieu de la nuit. C'est un scénario que tout ingénieur en électricité redoute et honnêtement que tout consommateur a déjà aperçu dans les faits divers, non? Ouais, clairement. Et c'est une peur qui n'a vraiment rien de théorique. Enfin, on a tous vu ces images sur les réseaux, les téléphones dont la batterie gonfle d'un coup ou qui prennent feu spontanément sur une table de chevet. La densité énergétique de nos appareils, elle a complètement explosé ces dernières années. Absolument. Et du coup, la manière dont on gère l'alimentation de ces petites bombes chimiques de poche, en fait, c'est devenu une question d'ingénierie, mais absolument critique. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question vraiment fondamentale, surtout pour les concepteurs de demain et les utilisateurs qui, logiquement, sont soucieux de leur sécurité. Face à ces risques réels, est-ce que la mise à la terre est une nécessité absolue pour garantir la sécurité de nos chargeurs GaN? Ou bien, et c'est là qu'on va débattre, la technologie des semi-conducteurs au nitrure de gallium, le fameux GaN, est-ce qu'elle suffit à elle seule à éliminer le danger? C'est un débat fascinant. Et c'est vrai qu'il a été pas mal relancé récemment par l'analyse technique d'un nouveau produit sur le marché. C'est le chargeur Wikaya, développé par Chrysalid Solutions. En gros, le matériel source qu'on analyse aujourd'hui, c'est ce boîtier qui se présente comme le premier chargeur mural grand public utilisant la techno GaN à 65 watts, mais, et c'est la nouveauté, qui intègre en plus une véritable mise à la terre. Voilà, et c'est exactement là que réside notre point de fracture aujourd'hui. Parce que pour ma part, je défends très fermement l'idée que cette mise à la terre, elle est indispensable. Elle est fondamentale, non seulement pour protéger la durée de vie du matériel en éliminant les tensions parasites, mais aussi, et on y viendra, pour assurer une véritable biocompatibilité, Hmm. en supprimant ces champs électriques invisibles qui saturent notre environnement. Le GaN, c'est fantastique, on est d'accord, mais ça ne fait pas tout. Alors que moi, j'aborde vraiment la question sous un angle strictement lié à la physique des défaillances. Je soutiens que le seul véritable danger mortel ici, il est thermique, c'est la chaleur. Et face à la chaleur, la technologie semi-conductrice GaN, associée bien sûr aux puces de sécurité modernes, c'est amplement suffisant pour éradiquer le risque d'incendie. D'accord. Ajouter une mise à la terre, bon, c'est concevoir une option qui est certes élégante, hein, mais qui reste techniquement superflue pour la sécurité vraiment critique de l'appareil. Eh bien, reprenons un peu depuis le début pour bien poser les enjeux physiques pour ceux qui nous écoutent. Tout ingénieur en électrotechnique connaît très bien le problème des tensions de mode commun. Regardons la réalité de quoi 99% des chargeurs actuels. Au bas mot, ouais. Au bas mot, oui. Ce sont de petits boîtiers à deux pôles. Vous avez une phase et un neutre. Il n'y a pas de troisième broche. Et que se passe-t-il à l'intérieur? Le courant alternatif du réseau, il est transformé en courant continu pour votre téléphone. Mais ce processus, il n'est jamais parfait. Par un phénomène qu'on appelle le couplage capacitif dans le transformateur interne, il y a une partie du courant alternatif qui fuit. Les fameux coups courants de fuite, oui. Voilà. Et comme le chargeur n'a que deux pôles, la masse de votre appareil branché, elle est laissée totalement flottante. Elle n'a absolument aucun point de référence ancré dans le sol pour se stabiliser. Le résultat, c'est que le chargeur induit un champ électrique de basse fréquence, typiquement 50 Hz en Europe, qui se propage tout le long de votre câble USB et qui enveloppe votre téléphone. Les tests en laboratoire indépendant sur ce point, ils sont sans appel. On mesure très fréquemment des tensions parasites qui vont de 400 à 524 volts par mètre sur l'appareil pendant sa charge. C'est massif quand même, hein. Alors c'est vrai, ce sont des chiffres qui font forte impression quand on les lit sur l'écran d'un voltmètre. Je vous l'accorde. Mais attendez, il faut vraiment contextualiser. Mais ce n'est pas juste un chiffre abstrait, c'est une agression physique continue pour l'appareil. Laisser la masse flottante, c'est comme conduire une voiture avec des amortisseurs complètement cassés sur une route pleine de gravier. Le moteur fonctionne, la voiture avance, ouais, mais la carrosserie entière encaisse des microchocs en permanence. Hmm. Et c'est pour ça que l'approche de Chrysalide, avec le Wikaya, dans le document qu'on étudie, c'est la seule qui soit rigoureuse. En ajoutant cette troisième broche de terre et un câble USB blindé, on crée une autoroute directe pour évacuer instantanément ces tensions parasites vers la terre du bâtiment. On soulage l'appareil en fait, on éradique la cause électrique à sa source, au lieu de juste gérer les symptômes. Attendez, laissez-moi vous arrêter tout de suite sur cette notion de symptômes et de cause. Parce que votre analogie de la voiture sur la route de gravier, elle est intéressante visuellement, mais elle passe complètement à côté du vrai danger. Ah bon? Oui,
parce que quand on parle de la sécurité des batteries lithium-ion, ce qui détruit l'appareil, ce qui brûle littéralement des maisons, ce n'est pas un petit frisson électrique à 50 Hz. C'est l'emballement thermique, le tristement célèbre thermal runaway. Et c'est là qu'il faut vraiment se pencher sur la chimie pure pour comprendre pourquoi le GaN, c'est le véritable sauveur ici. Développer un peu sur cette chimie, parce que c'est vrai que c'est au cœur du problème. Volontiers. Une batterie de smartphone, fondamentalement, c'est un sandwich électrochimique qui est très dense et très instable. D'un côté, vous avez une anode, souvent en graphite, de l'autre, une cathode, typiquement composée de nickel, de manganèse et de cobalt, ce qu'on appelle le MMC. Et entre les deux, baignant dans un électrolyte liquide qui est, rappelons-le, hautement inflammable, vous avez un séparateur. Oui, la fameuse membrane. C'est ça. C'est une feuille de polymère, un plastique poreux d'à peine quelques microns d'épaisseur. Et ce séparateur, c'est la seule et unique chose qui empêche votre batterie d'exploser. Il maintient l'isolation physique tout en laissant passer les ions lithium. Exactement. Or, que se passe-t-il avec un mauvais chargeur classique au silicium? Il chauffe. Et si pendant la charge, la chaleur interne de la batterie dépasse le seuil critique des 60 à 80 degrés Celsius, l'enfer se déchaîne. L'électrolyte commence à bouillir, il se décompose, il dégage des gaz, la batterie elle gonfle pour contenir toute cette pression, et si la température continue de grimper, le fameux séparateur en polymère il fond, tout simplement. Et là, c'est le drame. Voilà, l'anode et la cathode se touchent. C'est un court-circuit interne massif, une réaction exothermique en chaîne s'amorce, et là, en une fraction de seconde, la température interne bondit à plus de 200 degrés. L'incendie est inévitable. On est bien d'accord, c'est le scénario catastrophe absolue que tout le monde veut éviter. Oui, mais qu'est-ce qui génère cette chaleur initiale? Ce n'est absolument pas votre couplage capacitif. C'est l'inefficience dramatique de la conversion de puissance de l'ancien silicium. Un vieux chargeur a un rendement pénible de 80%. Les 20% d'énergie restants, ils sont dissipés en chaleur pure. C'est pour ça que vos vieux chargeurs brûlent les doigts quand on les débranche. Et c'est là qu'intervient la révolution du nitrure de gallium, le GaN. Ce matériau, il a une bande interdite, un band gap, beaucoup plus large que le silicium. Pour vulgariser un peu, le silicium, c'est un petit tuyau étroit pour les électrons, alors que le GaN, c'est une autoroute à plusieurs voies. Les électrons y circulent beaucoup plus vite avec beaucoup moins de friction. Donc, moins de friction, ça donne logiquement moins de chaleur. Précisément. Le GaN commute 10 fois plus vite et il divise les pertes d'énergie par 3. Un chargeur GaN, il reste froid, et en plus de ça, dans les architectures modernes comme le Wikaya, il est couplé à des puces de sécurité qui agissent comme de véritables videurs de boîte de nuit à l'entrée de votre téléphone. L'OCP bloque instantanément toute surintensité, l'OVP surveille les pics de tension mortels, et l'OTP, il coupe tout si la température monte d'1 degré de trop. Avec le GaN et ses puces, le problème thermique, il est résolu à la source. C'est pour ça que je dis que la prise de terre, elle n'a aucun rôle critique à jouer dans la prévention pure des incendies de batterie. Alors, c'est une excellente explication de la dynamique thermique, et d'ailleurs, je ne remets absolument pas en cause l'efficacité de conversion du GaN. C'est une technologie qui est redoutable. Mais, parce qu'il y a un mais, je ne suis pas du tout convaincu par votre raisonnement global parce que vous isolez la chaleur comme l'unique cause d'usure. C'est la cause principale des défaillances catastrophiques, oui? Des défaillances catastrophiques, oui. Mais puisque nous sommes d'accord pour dire que le séparateur polymère qui fond, c'est le point de non-retour, il faut quand même se demander ce qui fragilise chimiquement ce système interne sur le long terme. Bien avant que la chaleur ne frappe, comment est-ce qu'on passe d'une batterie neuve et parfaitement saine à une batterie prête à s'emballer? Vous pensez aux microdégradations? Absolument. À l'usure silencieuse. Et là, on doit revenir à ces fameuses tensions de mode commun. Ces 400 ou 500 volts par mètre générés par l'absence de mise à la terre. Ce bruit électrique, ce n'est pas juste un chiffre sur un écran. À l'intérieur de votre téléphone, il y a le PMIC, le Power Management Integrated Circuit. C'est lui, le chef d'orchestre, qui distribue le courant à la batterie. Eh bien, quand la masse est flottante, le PMIC doit constamment se battre contre ce bruit de fond alternatif. Imaginez que vous essayez de verser de l'eau dans un verre très fin, avec une extrême précision, mais vous êtes sur un bateau qui tangue violemment. Ah, je vois où vous voulez en venir. Le bateau qui tangue étant la masse non stabilisée. C'est exactement ça. Le PMIC, il doit compenser en permanence. Ce stress électrique continu, cette mauvaise qualité du signal, ça fatigue chimiquement la couche de protection sur l'anode, ce qu'on appelle la SEI. On accélère la dégradation à long terme des cellules de lithium. Donc,
Oui, le GaN empêche le chargeur d'être chaud. Très bien. Mais en laissant le bruit électrique ravager lentement l'intérieur de la batterie, vous rendez cette dernière beaucoup plus vulnérable au moindre choc thermique dans le futur. C'est pour cela que l'alliance des deux telle qu'elle est présentée avec le Wikaya, c'est la seule voie nécessaire. Le GaN vous protège de la chaleur générée, d'accord, et la Terre vous protège de la pollution électrique et du stress électrochimité. C'est un argument qui est sophistiqué, honnêtement. Mais soyons concrets 2 minutes face à la réalité du terrain. Les incendies rapportés par les agences de sécurité, les explosions de smartphones, ils n'ont jamais été attribués à une lente dégradation du PMIC due à des courants de fuite de quelques microampères sur 5 ans. Ce n'est pas la cause directe, mais c'est un facteur aggravant. Un facteur tellement mineur par rapport au reste. Ces incendies sont causés par des événements thermiques brutaux. On parle de chargeurs contrefaits qui envoient des pics à 9 ou 10 volts au lieu des 5 volts régulés. On parle de câbles et filochés dont la résistance interne a explosé par effet Joule. Vous savez, s'inquiéter des courants de fuite quand on utilise un chargeur bas de gamme sans GaN, c'est un peu comme se plaindre d'un petit courant d'air parce qu'on a laissé une fenêtre ouverte alors que la maison est littéralement en feu. C'est un énorme problème d'ordre de grandeur, là. Je comprends l'image. La Terre, elle ne fera strictement rien pour vous si le câble court-circuite ou si la puce de régulation lâche d'un coup. Seul le GaN et les sécurités OVP-OCP peuvent réagir assez vite à ce niveau d'énergie. Bon, je vous rejoins sur le fait qu'un court-circuit massif, c'est la cause immédiate des défaillances les plus spectaculaires. Ça, c'est indéniable. Mais concevoir l'ingénierie uniquement autour de l'événement apocalyptique, pour moi, c'est une erreur de conception systémique. L'ingénierie responsable, ce n'est pas seulement éviter que la machine n'explose à l'instant T, c'est assurer son intégrité globale sur des années. Mais bon, admettons pour l'instant que l'usure de la batterie soit un sujet débattu entre nous. Qu'en est-il du stress qui n'est pas sur le silicium ou le lithium, mais sur le corps humain ? Ah, nous en venons à votre fameux argument de la biocompatibilité. Je l'attendais. Pour cause, c'est le point aveugle majeur de l'industrie actuelle. Si cette tension parasite, ce tangage électrique dont je parlais, fatigue le composant interne, qu'est-ce qu'elle fait à l'humain qui est au bout du câble ? Aujourd'hui, on ne charge plus nos téléphones éteints sur une petite table dans un coin. Nous les tenons en moins, constamment. Des étudiantes tapent sur des ordinateurs portables en charge, posés directement sur leurs genoux pendant 8 heures d'affilée. Des tests rigoureux avec des équipements professionnels, je pense aux mesures de Luxand ou de Fasterlab mentionnées dans le document, montrent très clairement que ces champs de 500 voltmètres se propagent littéralement le long du bras de l'utilisateur. Et concrètement, que se passe-t-il quand on utilise ce fameux chargeur à 3 pôles alors? Eh bien, c'est là que la magie de la physique opère, tout bêtement. En branchant un système avec une vraie prise de terre, on observe une chute qui est spectaculaire. Le champ électrique, il s'effondre de 524 voltmètres à quasiment 0. 0 volts par mètre. On élimine totalement les décharges électrostatiques, les fameuses ESD. Vous savez, ce petit picotement très désagréable que vous ressentez parfois en passant la main sur la coque en aluminium de votre ordinateur quand il est en charge. Oui, bien sûr. Le châssis qui semble un peu vibrer sous les doigts. Exactement. Ce n'est absolument pas normal de ressentir le courant de fuite de son réseau électrique dans ses propres doigts. Évacuer ces charges à la Terre, c'est réduire ce que certains experts appellent la fatigue électromagnétique. Dans un monde où nous sommes littéralement connectés physiquement à nos appareils toute la journée, utiliser une prise de terre pour drainer cette pollution, ça justifie amplement l'intégration de cette technologie. C'est carrément un outil d'utilité publique. Pour résumer, le GaN refroidit l'appareil, très bien, mais la Terre protège le système nerveux de l'utilisateur. Alors je trouve cette approche vraiment fascinante sur le plan de l'ergonomie, hein. Mais je dois quand même jouer le rôle de l'avocat du diable sur la réalité clinique de la chose et sur la précision de nos définitions. Ces champs électriques basse fréquence à 50 Hz, ils ne proviennent pas que des chargeurs. Ils existent en permanence tout autour de nous. Les câbles qui courent dans vos murs, la petite lampe de chevet non mise à la terre, votre grille-pain, tout génère ces mêmes champs. Ouais, mais ce n'est pas une raison pour s'y exposer directement, de manière prolongée, via un appareil qu'on tient fermement en main. C'est vrai, c'est une différence de proximité. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de confondre un problème d'interférence matérielle avec un véritable danger pathologique ? Je m'explique. Quand la masse est flottante, on le sait, ça crée une boucle de masse. C'est d'ailleurs ce qui provoque ce bourdonnement très irritant, ce ronflement continu à 50 Hz que l'on entend dans un casque audio branché sur un téléphone en charge. Le bruit parasite les convertisseurs analogiques numériques. Sur le plan de l'ingénierie du son, ou même du pur confort d'utilisation, c'est insupportable. La mise à la terre est la solution idéale. Là-dessus, je suis d'accord à 100% avec vous. Eh bien, c'est déjà ça. Mais attention,
Un bourdonnement audio, ça ne constitue pas une crise de santé publique. Je suis vraiment très méfiante vis-à-vis de termes comme électroconscience ou biocompatibilité. Le risque ici n'est-il pas de glisser d'une ingénierie basée sur la physique pure vers, disons-le, un marketing de la peur fondé sur des picotements sur un châssis en métal? C'est une critique que j'entends souvent dans le milieu académique, et c'est une distinction qui est importante à faire, je vous l'accorde. Mais le concept de biocompatibilité ici n'a absolument rien d'ésotérique ou de pseudo-scientifique. Il s'appuie très pragmatiquement sur le principe de précaution et surtout sur des normes d'organismes spécialisés dans l'hygiène de l'habitat, comme la baubiologie allemande. Leurs seuils de tolérance au rayonnement artificiel de proximité sont bien plus stricts que les vieilles normes industrielles qui datent pour la plupart des années 90. Quand un adolescent joue sur une tablette branchée au secteur et qu'elle dissipe 400 voltmètres directement sur son torse, l'argument de dire « Oh, la lampe de chevet à 2 mètres fait la même chose », ce n'est pas une justification technique acceptable. Pour moi, c'est un aveu de la médiocrité de nos standards actuels. Je vois, c'est l'argument éthique de conception. Concevoir le produit le plus neutre possible dès le départ. Précisément. Et la suppression de ces champs, qui est, rappelons-le, mesurable et reproductible par n'importe qui avec un simple stylo-testeur grand public, ça prouve que l'action physique de la Terre est réelle. Ce n'est pas une croyance, c'est de l'électromagnétisme de base. Alors pourquoi s'en priver quand l'architecture à 3 pôles le permet finalement si facilement? Pourquoi s'en priver? Parce que cette architecture à 3 pôles, elle se heurte de plein fouet au mur de la réalité de nos infrastructures. Et là, je m'adresse directement aux élèves ingénieurs qui nous écoutent et qui conçoivent les systèmes à grande échelle. La solution qui est idéale en laboratoire, elle ne survit pas toujours au monde réel. Que voulez-vous dire par le monde réel? Eh bien, la solution de la mise à la terre proposée par des appareils hybrides comme le Wikaya, elle présuppose une condition topologique qui est majeure, que l'installation électrique du bâtiment soit parfaite. La broche de terre de votre chargeur, elle doit être connectée à un fil qui descend dans les murs pour rejoindre un piquet planté profondément dans un sol conducteur. Or, vous et moi savons pertinemment que dans d'innombrables vieux bâtiments à travers l'Europe, dans les gares, dans les TGV ou dans de nombreuses régions du monde en développement, cette terre est soit complètement absente, soit défectueuse. C'est malheureusement un problème d'infrastructure courant, oui. Très courant, très souvent. La broche métallique, elle est physiquement présente sur la prise murale, vous la voyez. Mais derrière le mur, le fil est coupé, ou la résistance de boucle est juste catastrophique. Et c'est là que réside mon argument massu en faveur du GaN comme pilier de la sécurité. Si votre sécurité repose uniquement ou même principalement sur la terre et que la prise murale est défectueuse, votre protection s'effondre sans même que l'utilisateur ne s'en rende compte. C'est une fausse promesse. Je vois où vous voulez en venir. À l'inverse, le nitrure de gallium, c'est une solution de sécurité qui est intrinsèque. L'intelligence thermique et les puces OVP et OCP dont on a parlé, elles sont contenues dans le boîtier du chargeur lui-même. Que vous branchiez votre chargeur GaN dans une gare vétuste des années 70 ou dans un laboratoire dernier cri à Paris, il gérera son propre rendement. Il restera froid et il empêchera l'emballement thermique de la batterie. Le GaN, par nature, il est universel. La Terre, elle, est conditionnelle par conception. Attendez, votre raisonnement a quand même un biais que je trouve dangereux. Accepter de niveler l'ingénierie par le bas sous prétexte que le monde réel est imparfait, pour moi, c'est la fin du progrès technique. Dire que nous devrions abandonner l'intégration de la mise à la terre dans les chargeurs haut de gamme sous prétexte que, certaines prises murales dans les gares sont défectueuses, ça revient à dire aux constructeurs automobiles d'arrêter de mettre des ceintures de sécurité dans les voitures sous prétexte que certaines routes sont pleines de nids de poules. L'analogie est amusante, mais elle ne tient pas. La ceinture de sécurité, elle, fonctionne indépendamment de l'état de la route. Elle est embarquée dans le véhicule. Votre mise à la terre, elle, a viscéralement besoin de la route, l'infrastructure du bâtiment pour fonctionner. Certes, l'analogie a ses limites topologiques, je vous l'accorde. Mais l'esprit de l'ingénierie, lui, reste le même. Il faut anticiper le meilleur scénario de protection possible. L'évacuation des charges électrostatiques, la protection active permanente, tout ça nécessite impérativement de sortir l'énergie hors du circuit confiné de l'appareil. Le réseau électrique mondial est effectivement hétérogène, c'est un fait. Mais en proposant un standard supérieur sur le matériel, on tire toute l'infrastructure vers le haut. En concevant un chargeur hybride qui exploite, oui, la perfection thermique du GaN, mais aussi l'évacuation électrique de la Terre quand elle est disponible, on offre à l'utilisateur un niveau de protection vraiment global. Le GaN isole et gère la puissance active, et ça c'est brillant, mais la Terre draine la puissance réactive, les parasites, et protège la biologie humaine.
En électrotechnique d'excellence, les deux sont tout simplement indissociables. C'est une vision holistique qui est très ambitieuse, ça je vous l'accorde volontiers. Et associer les deux représente évidemment l'idéal de conception, le summum du haut de gamme. Mais si l'on doit hiérarchiser face à un ingénieur qui doit faire des choix très concrets de coûts, de poids et de composants pour un produit grand public, je maintiens que le budget de sécurité doit d'abord et avant tout aller dans la qualité de ce fameux semi-conducteur et des algorithmes de contrôle. Je crois que nous voici à l'heure de synthétiser un peu nos approches respectives. Pour ma part, je reste fermement convaincu que l'ingénierie de pointe ne doit plus se limiter à basiquement empêcher les composantes de prendre feu. L'approche d'un appareil hybride comme le Wikaya nous montre vraiment la voie. En associant l'efficacité froide du GaN à une véritable évacuation des champs électriques par la Terre, eh bien, on résout le problème de l'usure de la batterie à sa source électrique. On supprime les tensions de mode commun et, surtout, on offre un environnement biocompatible à un utilisateur qui est, avouons-le, déjà bien assez saturé d'ondes. C'est cela pour moi la définition d'une sécurité totale et intransigeante. Et de mon côté, je maintiens que la véritable révolution salvatrice, le rempart critique de notre époque face aux densités énergétiques folles de nos batteries, il réside dans la physique des matériaux, dans la fameuse bande interdite du GaN. Associé aux puces de contrôle actives, le GaN résout de manière complètement autonome le risque létal de l'emballement thermique. La mise à la terre sur des petites puissances de 65 watts, c'est fantastique pour le confort ergonomique. Oui, ça élimine les picotements sur un châssis en aluminium, ça purifie un signal audio. Mais face au risque immédiat d'incendie, ça reste secondaire par rapport à la maîtrise implacable de la température interne. Néanmoins, je constate qu'au fil de cette discussion très technique, il y a un point de convergence fondamental qui émerge clairement entre nous. Et c'est un point sur lequel, je l'espère, tous les ingénieurs devraient s'entendre. Vous voulez parler de la mort annoncée des vieux chargeurs au silicium? Précisément, oui. L'ère des blocs d'alimentation bon marché, au rendement médiocre, qui sont totalement dépourvus de puces de régulation intelligentes et qui chauffent dangereusement au-delà des 50 degrés dans la main d'utilisateur, cette ère est révolue. Ces appareils sont devenus un véritable danger public face aux exigences de nos batteries modernes. Ah, mais totalement d'accord là-dessus. Le low-cost pur et dur sur la conversion d'alimentation n'est plus une option viable aujourd'hui. La transition vers des technologies de commutation à très haute fréquence, c'est devenu la norme absolue, sans négociation possible. Eh bien voilà, la géométrie de la sécurité, comme nous l'avons bien vu aujourd'hui, elle n'est jamais aussi binaire qu'un simple disjoncteur qui saute. C'est un dialogue extrêmement complexe entre la dissipation de la chaleur, l'ingénierie des matériaux, l'état de l'infrastructure des bâtiments et la gestion subtile de ces champs électriques invisibles. J'invite tous ceux qui nous écoutent, et tout particulièrement les étudiants en école d'ingénieurs qui vont concevoir les standards de demain, à remettre sérieusement en question la manière dont nous alimentons nos vies numériques. Testez vos environnements, analysez les fiches techniques de vos outils et posez-vous la question de cette fameuse électroconscience. C'est tout le défi de votre génération. Exactement. Préférons-nous nous contenter d'un bouclier thermique interne parfait ou avons-nous fondamentalement besoin d'un ancrage dans la Terre pour apaiser nos machines et nos corps? La réponse que vous choisirez définira sans doute la prochaine génération d'appareils. Merci d'avoir exploré ces nuances avec nous aujourd'hui et à très bientôt.